Commençons par la guerre tarifaire de Trump. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il l'appelle un jour de libération, un jour d'indépendance économique. Donc c'est comme une grande victoire. En même temps, il déclare aussi un état d'urgence, n'est-ce pas? Donc c'est aussi comme une crise. Que fait-il exactement? Quel est son message? Que se passe-t-il ici? Eh bien, je pense que la façon la plus simple de comprendre cela est de comprendre qu'il s'agit d'un retrait américain. C'est le produit du déclin relatif de l'Amérique. Maintenant, il faut remonter loin pour comprendre un peu le contexte de cela. Je veux dire, l'Amérique a développé son économie au 19e, début du 20e siècle, derrière des murs protectionnistes. Je veux dire, elle l'a fait essentiellement depuis la guerre civile américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette brève période où les États-Unis étaient de loin le pays le plus puissant économiquement et le plus industrialisé du monde. Maintenant, il est important de comprendre que dans la période juste après la Seconde Guerre mondiale, l'économie des États-Unis était plus grande que celle de tout le reste du monde, combinée. Je veux dire, c'était proportionnellement énorme. À cette époque, les Américains voulaient s'établir comme le grand leader, l'hégémon, et cela a été discuté et exposé assez ouvertement à l'époque. Il y avait des articles sur le siècle américain qui apparaissaient partout dans les médias américains, etc. Et ce que cela signifiait essentiellement, c'était intégrer l'économie mondiale dans la plus grande économie américaine. C'est ainsi que cela a été essentiellement conçu. Et donc, vous aviez Bretton Woods. Puis après Bretton Woods, il y a eu la deuxième vague, qui était le choc Nixon de 1971, où les Américains ont coupé la connexion à l'or, mais ont réussi à préserver la position du dollar comme monnaie de réserve et tout cela. Il est donc important de comprendre aussi que lorsque j'ai dit intégrer l'économie mondiale dans la plus grande économie américaine, cela a été fait de manière à subordonner dans la conception américaine the moments over Ken. Le reste du monde soutiendrait et maintiendrait essentiellement l'économie américaine, permettant aux Américains de continuer à être matériellement plus riches et plus puissants. Puis, ce qui s'est passé au cours des 30 à 40 dernières années, c'est que le monde est devenu beaucoup plus grand. Les États-Unis représentent maintenant une part réduite de l'économie mondiale. On a soudainement compris qu'ils ont été dépassés dans les domaines de la fabrication, de la technologie et de la science par d'autres pays, et surtout par la Chine. Et tout cela concerne finalement la Chine. Rappelez-vous ce que je dis toujours. Tout revient finalement à la Chine. Donc, les États-Unis ne veulent plus, et je ne pense pas que ce soit juste Trump ici, les États-Unis ne veulent plus poursuivre le genre de politique qu'ils avaient précédemment après la Seconde Guerre mondiale. Et ils se disent, comment sommes-nous devenus forts? Nous sommes devenus forts auparavant grâce à de hautes barrières protectrices. Et nous allons les ramener, et nous allons les rendre encore plus élevées qu'elles ne l'étaient auparavant, parce que ce sont les tarifs les plus élevés que l'Amérique ait jamais imposés dans son histoire. Je comprends que le niveau pondéré par le commerce de ces tarifs est de 29%, et ils sont principalement dirigés contre le grand concurrent industriel technologique de l'Amérique, qui est la Chine. Donc en théorie, les tarifs n'ont été augmentés que de 34% sur la Chine, déjà énorme. Et ça nous a mentionné au fond antérieur de 20%. C'est 54% de tarifs sur les produits chinois. So it's 54% tariffs on Chinese goods. Now, this is a Maintenant, c'est un produit du déclin et de l'échec. C'est un recul. C'est une reconnaissance du manque de progrès et de compétitivité industrielle, technologique et économique de l'Amérique. Donc, si vous le voyez de cette manière,
il n'est pas surprenant qu'il y ait une déclaration d'urgence économique liée à cela, car c'est ainsi que l'Amérique se sent. L'Amérique a l'impression de perdre non seulement sa position de principale puissance économique, mais qu'elle risque maintenant d'être définitivement dépassée en tant que puissance économique. Et donc elle se débat et fait ce que beaucoup de gens font dans ce genre de situation. Ils disent, eh bien, qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Revenons à cela. Revenons à l'âge d'or de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Nous avons fait croître notre économie à l'époque derrière des barrières tarifaires. Donc cela a fonctionné à l'époque. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas maintenant? Et c'est ce que nous allons essayer de faire cette fois-ci. Eh bien, quand vous dites que cela a fonctionné dans le passé, je suppose que vous faites référence, et Trump fait référence à la période de McKinley, n'est-ce pas? Lorsqu'il a augmenté les tarifs. Il en est obsédé. Il ne le comprend pas du tout d'ailleurs. Mais c'est une autre chose en fait. Continuez. Oui, mais Hoover a également augmenté les tarifs. Et beaucoup de gens pensent que l'action de Hoover d'augmenter les tarifs est une raison directe, ou du moins un contributeur majeur, de la Grande Dépression. Donc, il n'est pas nécessairement vrai que des tarifs élevés garantissent quoi que ce soit. Tout dépend, je suppose, de beaucoup d'autres facteurs, n'est-ce pas? Eh bien, absolument. Puis-je simplement dire, une chose dont Trump semble complètement inconscient est que oui, McKinley a effectivement augmenté les tarifs, puis il a décidé que c'était une grosse erreur. Il allait les réduire à nouveau. Vers la fin de sa vie, il envisageait de revenir au libre-échange, sauf que bien sûr il a été assassiné avant de pouvoir le faire. Donc il a toute l'histoire complètement embrouillée dans son esprit. Maintenant, il y a eu une période juste après la guerre civile, et pendant un certain temps après, où l'on pourrait soutenir que cela avait un certain sens pour les Américains de faire cela. Mais il est également important de comprendre que pendant cette même période, les États-Unis ont bénéficié d'un investissement massif de la puissance impériale, la grande puissance impériale de cette époque, qui était la Grande-Bretagne, dans l'économie américaine. Des personnes comme J.P. Morgan et d'autres comme lui. J.P. Morgan est devenu si puissant aux États-Unis parce qu'il était le point de contact entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, organisant les flux financiers. La raison pour laquelle les Britanniques investissaient en Amérique à cette époque était que c'était ce que faisaient les Britanniques. Ils voyaient un pays qui leur ressemblait à certains égards. Ils parlaient la même langue qu'eux. Il était immense. Cela rendait la Grande-Bretagne elle-même plus riche et économiquement plus puissante. Et cela aidait la Grande-Bretagne parce que les Britanniques se disaient, eh bien, notre propre pouvoir est en déclin. Nous avons besoin que l'Amérique devienne plus forte afin qu'elle puisse, dans une certaine mesure, alléger notre fardeau. Et nous pouvons utiliser cela pour étendre notre propre pouvoir également. Tout cela est très bien documenté. Il y a beaucoup de livres écrits à ce sujet, mais cela s'est déroulé à une époque complètement différente. Ces tarifs à l'époque étaient en fait établis par accord avec la principale puissance économique de cette période, qui était la Grande-Bretagne. Et ils visaient à aider les industries naissantes dans une économie en voie d'industrialisation. Les États-Unis ne sont pas aujourd'hui une économie naissante en voie d'industrialisation. C'est une économie mature. Elle est profondément différente de l'économie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc, vous prescrivez un médicament à un patient qui n'est pas le même patient que vous pensez. Et vous avez absolument raison. Dans les années 1930, il n'y a aucun doute, les tarifs Smoot-Hawley des années 1920, qui étaient d'ailleurs plus bas que les tarifs de Trump, ont effectivement contribué à la Grande Dépression.
ils ont contribué de manière significative à la Grande Dépression. L'une des choses qu'ils ont faites, c'est que les Américains, par exemple, devaient une énorme somme d'argent à l'Europe après la Première Guerre mondiale, parce que les Américains avaient prêté de l'argent aux Britanniques. Ils prêtaient de l'argent aux Britanniques, aux États-Unis, à l'Allemagne également, parce que l'Allemagne devait payer des réparations à la Grande-Bretagne et à la France. Elle l'a fait en empruntant de l'argent aux Américains. Mais tous ces pays ne pouvaient pas rembourser leurs dettes aux États-Unis parce que l'Amérique bloquait leurs exportations. Le résultat a donc été qu'elle a en fait alimenté une sorte de cercle vicieux de la dette qui a été l'un des facteurs contributifs à la crise économique des années 30. On pourrait en dire beaucoup à ce sujet. C'est une politique erronée pour les problèmes qui affligent l'Amérique aujourd'hui. Ce que l'Amérique devrait faire, ce n'est pas se cacher derrière des murs. Elle devrait poursuivre des politiques de paix. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'Amérique d'aujourd'hui est capable de faire ou même de concevoir. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont Trump est très intéressant en termes de, vous savez, sa description, n'est-ce pas? Les États-Unis ont interféré dans les politiques internes de différents pays et ont semé des troubles un peu partout, n'est-ce pas? Nous savons tous que dans 90% des conflits mondiaux, les États-Unis ont joué un rôle. Et pourtant, il fait en sorte que cela semble comme si les États-Unis étaient maltraités. Ici, les États-Unis sont presque comme une victime, n'est-ce pas? Il dit que les États-Unis ont été manqués de respect et maltraités, et maintenant il essaie de corriger cela. Donc, cela me semble que les États-Unis sont une grande victime ici, ont été victimisés par le reste du monde. C'est juste sa façon de décrire les choses. Et puis, il y a tout un... Il utilise le mot réciproque que je trouve très, très trompeur, le réciproque, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez la liste qu'il a publiée, maintenant la Chine, il l'a mise à 67%. On dirait que la Chine a 67% des tarifs américains sur les produits américains, ce qui n'est pas du tout vrai. Il a simplement utilisé le déficit et divisé les exportations américaines vers la Chine, et c'est le 67%. Et il appelle ça réciproque, très très trompeur. Donc ce que je trouve, et puis bien sûr, le marché boursier a chuté. Maintenant, essaie-t-il de... Je veux dire, quel est exactement son message? A-t-il introduit une sorte de thérapie de choc pour les États-Unis? Il ne semble pas trop préoccupé par le fait que le marché boursier a chuté, ce qui était le cas la dernière fois lors de son premier mandat. Il se souciait profondément du marché boursier, mais il ne s'en soucie plus. S'est-il déjà convaincu que c'est la thérapie de choc nécessaire pour les États-Unis? Est-ce que c'est ça? Dans sa propre conception de lui-même, c'est probablement ce qu'il pense. Je ne pense pas qu'il ait compris cela du tout, pour être honnête. Comme beaucoup de gens qui comprennent des choses très simples, qui pensent en termes très simples, ce que fait Trump, il suppose que les choses sont beaucoup plus faciles et plus simples à résoudre qu'elles ne le sont réellement. Vous voyez cela avec ses tentatives de mettre fin au conflit en Ukraine. Il semble penser, vous savez, dire aux gens qu'ils vont être d'accord. Et bien sûr, ils ne seront pas d'accord parce que c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Cela rend la politique très efficace. Cela ne rend pas l'économie très bonne. Je veux dire, c'est la première chose à dire. Maintenant, ce sentiment de l'Amérique comme victime est tellement américain. C'est tellement l'enfant gâté qui blâme ses jouets, vous savez, quand ils tombent et les cassent, parce que c'est exactement ça. Je veux dire, j'ai dit que ce qu'il détruit ou essaye de blâmer pour les problèmes économiques de l'Amérique est un système économique mondial que l'Amérique elle-même a créé pour maintenir le pouvoir américain. Il y a un bon article d'un ami à moi, Ian Proud, qui est un ancien diplomate britannique.
Ils blâment l'Ukraine pour avoir volé tout cet argent aux États-Unis. Mais la raison pour laquelle l'Ukraine est dans la position où elle se trouve, c'est parce que les Américains ont renversé son gouvernement, ont mis au pouvoir toutes ces personnes qui sont là, ont encouragé l'Ukraine à être aussi anti-russe que possible, ont conduit l'Ukraine dans ce conflit avec la Russie, et pourtant tout va mal. Alors que faites-vous? Vous blâmez l'Ukraine. Vous voyez même cela. You blame Ukraine. You even see this. There's a big article in the New York Times. Il y a un grand article dans le New York Times sur la façon dont les Américains géraient la guerre en Ukraine. Mais tout échoue, non pas parce que les Américains ont fait des erreurs, mais parce que les Ukrainiens n'ont pas compris ces merveilleux plans que les Américains écrivaient pour eux. C'est très, très typiquement américain. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous n'acceptez pas la responsabilité de vos propres problèmes. Vous blâmez toujours quelqu'un d'autre. Vous cherchez toujours quelqu'un d'autre à blâmer. C'est toujours les Chinois, ou les Russes, ou les Ukrainiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. C'est un film hilarant du début des années 70 qui capture cela brillamment. C'est tout à propos, vous savez, des voitures, une course de voitures, où les gens tournent autour et tuent des piétons. Et c'est un nouveau jeu que l'Amérique a. Quoi qu'il en soit, il y a les Français. Vous blâmez les Français pour tous les problèmes économiques de l'Amérique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec cela. Blâmer les autres, blâmer le monde. Et comme vous le dites absolument à juste titre, des calculs approximatifs sur ces soi-disant tarifs que d'autres pays imposeraient prétendument aux États-Unis. Ne pas reconnaître qu'il y a des problèmes avec votre propre système industriel. Ne pas reconnaître que vos propres voitures sont moins efficaces que celles des autres, ou ne conviennent pas aux routes et modes de vie urbains des autres, ou qu'elles sont trop chères à faire fonctionner, ou qu'elles sont trop peu fiables. Faites simplement semblant que c'est parce que ces autres pays imposent une sorte de tarif contre vous, qui n'existe que dans votre propre esprit. Ensuite, vous faites une sorte de calcul approximatif et vous vous dites, eh bien, vous savez, ils font toutes ces choses injustes, ils nous arnaquent, et donc nous allons leur imposer des tarifs réciproques. Je veux dire, c'est tragique en fait, de voir un pays comme les États-Unis faire cela, mais ils le font tout le temps. Ils parlent comme ça depuis toujours. Je ne me souviens pas d'un moment où l'Amérique a vraiment reconnu qu'elle avait fait des erreurs et que beaucoup des problèmes qui l'affectent étaient de son propre fait. Eh bien, je pense que parfois, vous entendez des personnalités éminentes l'admettre. Je me souviens que Hillary Clinton a effectivement dit que nous avions fait des erreurs en Afghanistan. Je veux dire, elle sait très bien. Et elle a exposé les erreurs que nous avons commises là-bas. J'étais très impressionnée à ce moment-là. Ce n'est pas comme si des gens comme elle ne savaient pas ce qui se passe. Une fois c'était pas une interview très officielle. Elle parlait à quelqu'un, j'ai oublié qui, mais de toute façon, elle n'est pas la seule personne. Je pense qu'Obama, de temps en temps, l'explique aussi. Donc, c'est pas comme s'ils ne savaient pas. Je pense qu'ils savent. Je veux dire, ils sont trop intelligents pour ne pas le savoir, mais ils ne l'admettent tout simplement pas officiellement, n'est-ce pas? Ils ont juste un discours officiel que tout le monde suit. Vous avez tout à fait raison. Et c'est là que je pense qu'il faut comprendre quelque chose à propos de l'Amérique. Le marketing est essentiel. C'est une grande partie de la vie américaine. Et donc, quand vous êtes à fond dans la publicité, le marketing, ce genre de choses, vous développez une vision très déformée de la façon d'expliquer les choses tout le temps. Vous pouvez savoir que votre produit est horrible, rire, vous n'allez pas le dire. Et vous pouvez savoir que votre politique étrangère a commis de terribles erreurs et fait des choses horribles, mais vous ne le dites pas. Et vous pouvez savoir que votre politique économique a été désastreuse, mais vous ne le dites pas.
Et il en va de même pour d'autres choses que vous faites. Et cela, j'en ai bien peur, est très caractéristique des Américains. Vous avez tout à fait raison. L'élite américaine, à un certain niveau, est bien consciente des véritables problèmes, mais elle ne l'admettra jamais vraiment, et ne le transmettra jamais vraiment au peuple américain de manière cohérente. Je veux dire, l'Irak est un bon exemple. Je veux dire, beaucoup de choses ont été dites sur la guerre en Irak. Il y a eu en quelque sorte des aveux que c'était une grosse erreur. Mais personne n'a vraiment abordé toute l'histoire des relations américaines avec l'Irak bien avant la guerre. Il n'y a jamais eu ce véritable bilan qui permettrait d'éviter de refaire ce genre d'erreur. Oui, regardez simplement les dossiers Kennedy, maintenant qu'ils sont publiés avec tant de détails, mais je pense que le récit officiel reste celui d'un seul homme avec une seule balle, c'est tout. Ils n'ont même pas dit, d'accord, cela n'est tout simplement pas vrai. Maintenant, ce qui s'est exactement passé, nous ne le savons peut-être pas, nous ne le saurons peut-être jamais, mais c'est certainement pas une personne, une balle. Au moins, vous savez, les jeter cela par la fenêtre. Officiellement, ils ne l'ont pas fait. Donc même si tout le monde sait que ça n'est tout simplement pas vrai, cela n'a pas d'importance. Exactement. Ça n'a pas d'importance. D'autres sociétés ne sont pas comme ça. Juste pour dire, la Chine n'est pas comme ça. La Russie non plus d'ailleurs. En fait, les Russes vont à l'autre extrême. Ils se critiquent tout le temps. Mais c'est une autre histoire. Eh bien oui, la Chine fait beaucoup d'introspection. Oui, et pour ces 100 ans d'humiliation, il y a beaucoup d'introspection sur ce qui a mal tourné en interne, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de blâmer les Britanniques et les Japonais, mais il y avait aussi de nombreux problèmes internes officiellement reconnus. Oh, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a, absolument. Mais l'Amérique ne fait jamais ça. Ce n'est pas quelque chose que l'Amérique fait vraiment. Comme je le dis, ce sont toujours des étrangers méchants qui profitent des chers, gentils, bienveillants et bien intentionnés États-Unis. Oui, Tom et Daisy, vous savez, Gatsby le Magnifique, le phénomène Tom et Daisy. Eh bien, exactement. C'est une très très bonne façon de décrire, en fait. Une très bonne façon de décrire. Eh bien, le reste du monde réagit. Par exemple, je pense que la semaine dernière, ou il n'y a pas si longtemps, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont eu une réunion des ministères des Finances ou du Commerce, ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Lors de cette réunion, ils ont parlé de beaucoup de choses. Entre autres, ils ont discuté de la manière de répondre aux guerres commerciales de manière coordonnée. Et bien sûr, Macron a dit, bien qu'il faille prendre ce que dit Macron avec un grain de sel, qu'il ne devrait pas y avoir d'investissement aux États-Unis. Donc une sorte de revanche ou quelque chose comme ça. Alors que pensez-vous que le reste du monde fera à l'avenir? Eh bien, c'est là que nous revenons au changement dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Amérique représente seulement 13% de la demande mondiale. Et je pense que c'est une surestimation d'ailleurs. Je pense que cela exagère, et le chiffre réel pourrait en fait être aussi bas que la moitié de cela. Donc le reste du monde peut se débrouiller sans les États-Unis. Et je pense que l'une des choses les plus encourageantes qui se soit produite est que le Japon a finalement accepté de parler avec la Chine de questions économiques. Je veux dire, le Japon a été sur une très mauvaise trajectoire depuis très longtemps maintenant. Et enfin, il parle à la Chine de ces choses. Donc, ce que le reste du monde doit faire, c'est contourner ce pays perdu et insensé jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Et vous savez, vous développez la ceinture et la route,
vous renforcez les BRICS, vous mettez en place les nouveaux systèmes financiers, vous faites toutes ces choses. Et puis finalement, comme je l'ai dit, lorsque le reste du monde commence à s'organiser et que ces systèmes commerciaux commencent à fonctionner, ce qui pourrait être fait très rapidement d'ailleurs. Je veux dire, c'est une erreur de penser que cela va prendre des années. Si c'était fait de manière intentionnelle et intelligente, alors, comme je l'ai dit, cela pourrait se réaliser très très rapidement. Ensuite, les Américains voudront rejoindre et ils reviendront peut-être à la raison eux-mêmes, et ce sera mieux pour eux aussi. Mais c'est ce qui doit se passer, et ce n'est pas impossible. Cela peut être fait. Les politiques de vengeance économique contre les États-Unis sont inutiles, à mon avis. Je veux dire, qu'est-ce qu'elles vont accomplir? S'ils réussissent, ils ne feront qu'intensifier ce sentiment absurde de victimisation que l'on trouve déjà aux États-Unis. Je veux dire, ils sont une perte de temps. Concentrez-vous sur toutes ces autres choses. La Chine a maintenant une énorme économie. Elle a une énorme demande interne. Elle a de nombreux amis à travers le monde. Allez-y et développez cela et construisez là-dessus. L'Asie a été frappée par ces sanctions. Donc des pays comme le Vietnam et l'Indonésie, par exemple, qui avaient essayé de rester neutres, voient maintenant ce que l'Amérique est vraiment. Je veux dire, le Vietnam doit être particulièrement en colère, je pense. Surtout avec des tarifs de 46% sur une économie en développement qui a déjà été écrasée par les États-Unis dans les années 60 et au début des années 70, et qui a été auparavant essentiellement sanctionnée et embarguée par les États-Unis, comme je m'en souviens bien, tout au long de ces années. Alors, vous savez, ils ont maintenant des alternatives. Les alternatives sont là. Le cadre est en train d'être construit. Avancez et construisez là-dessus. Fait intéressant, The Economist, un magazine néoconservateur fermement pro-américain, a en fait envoyé certains de ses journalistes en Chine juste avant ces grandes annonces tarifaires. Nous savions tous qu'elles allaient arriver et ils ont trouvé une atmosphère de confiance avec des gens là-bas réfléchissant à la voie à suivre. Il y a tout un article à ce sujet dans The Economist que je pense que les gens en Chine devraient lire. D'accord, je vais m'en occuper. Eh bien, en parlant de cela, je veux vous demander à propos de la visite de Wang Yi en Russie. Wang Yi était là l'autre jour et il a rencontré Lavrov et Poutine. La raison officielle de la visite de Wang Yi est de préparer la visite de Xi Jinping début mai. D'accord? Mais je me demande si, pour la Russie et la Chine, il y a un sentiment qu'à un moment donné, le monde doit avancer avec ou sans les États-Unis. Donc, ils travaillent aussi là-dessus. Ce n'est pas seulement pour préparer la visite de Xi Jinping ou cet événement ou cet autre événement. Je pense que les deux pays font probablement quelque chose de régulier, une grande tâche qui est qu'ils doivent avancer avec ou sans les États-Unis. Est-ce vrai? Absolument. Maintenant, ce qu'il faut dire à propos de la visite de Wang Yi, tout d'abord, c'est que c'était une visite de 3 jours. Donc, il était là pendant 3 jours. Il a rencontré toutes les personnes importantes. Il a rencontré Poutine, il a rencontré Lavrov, il a rencontré Ushakov. Il y a des rapports selon lesquels il a même rencontré certaines personnes du secteur économique en Russie. Il était donc très clair que ce n'était pas seulement pour régler les arrangements protocolaires pour la venue de Xi Jinping. C'est une visite très très importante. Deuxièmement, elle a été largement couverte par les médias russes. Je veux dire, c'était quelque chose qui a attiré beaucoup d'attention concernant la venue de Xi en Russie. Et le langage qui est ressorti de toutes ces réunions est que le partenariat stratégique russo-chinois est, je veux dire, il est non négociable. Je veux dire, vous savez, les tiers ne peuvent pas interférer avec cela. Nous n'allons accepter aucune forme d'ingérence.
Donc la Russie ne sera pas convaincue par les États-Unis d'abandonner la Chine. La Chine ne sera pas menacée par les États-Unis d'abandonner la Russie. Mais il y a quelque chose qu'ils disent maintenant, qu'ils ont déjà dit auparavant, mais qu'ils disent davantage, c'est que ce partenariat est une ancre de stabilité dans ce système international incroyablement volatile que nous avons maintenant. Donc ces deux grandes puissances, le fait qu'elles soient amies, le fait qu'elles travaillent ensemble, qu'elles soient amies pour toujours, comme je pense que Wang Yi l'a dit, est un facteur de stabilisation dans les relations internationales, en termes de politique étrangère et de plus en plus de politique économique. Wang Yi, ce n'est pas une coïncidence, je pense, qu'il était à Moscou juste avant ces annonces de tarifs des États-Unis. Et d'ailleurs, je ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence que cette visite ait eu lieu en même temps que les grands exercices navals dans le détroit de Taïwan que la Chine menait. Étant donné que juste avant la visite, nous avions des rapports apparaissant dans les médias américains, dont je suis sûr que la Chine était déjà au courant, que Pete Hegseth a fait circuler au sein du Pentagone ce grand mémorandum sur la façon dont la Chine est le grand ennemi et qu'elle doit maintenant être la priorité numéro 1 sur tout le reste. Les Russes le savent, les Chinois le savent. Ils comprennent que tout ce qui se passe, c'est que l'Amérique réduit sa présence en Europe et en Ukraine, où elle a échoué, pour pouvoir revenir à son obsession actuelle, qui est la Chine. Ils sont au courant de tous les tarifs qui allaient arriver. Ils sont au courant de toutes les menaces supplémentaires de guerre économique croissante contre la Russie. Ils veulent donc discuter ensemble. Ils veulent s'assurer qu'au plus haut niveau, chaque partie comprend ce qui pourrait arriver et qu'ils se signalent mutuellement que la relation est sûre et stable. Ils signalent au reste du monde qu'il s'agit d'une relation stable. C'est l'ancre du système international. Si vous cherchez la stabilité, si vous cherchez la prévisibilité, si vous cherchez une prise de décision rationnelle, vous vous tournez vers nous. Eh bien, c'est intéressant que vous ayez mentionné ce que Pete Hegseth a dit, le mémo qui a été divulgué parlant de la Chine comme le véritable ennemi et incitant presque tout le Pentagone à se préparer à la guerre avec la Chine. C'est plus ou moins ce qu'il disait. Eh bien, jusqu'à présent, chaque fois qu'on a demandé à Trump, OK, si la Chine va soi-disant envahir, j'utiliserai unification, mais unifié. Mais les médias américains disent toujours quand la Chine envahit, comment pouvez-vous vous envahir vous-même, n'est-ce pas? Alors que Taïwan est officiellement considéré comme faisant partie de la Chine par les États-Unis. Juste pour souligner ce point supplémentaire, oui. Mais la soi-disant invasion, d'accord, si cela se produit, est-ce que les États-Unis vont aider Taïwan et garantir une sorte de garantie de sécurité? Et Trump a constamment dit que cela n'allait pas se produire parce que je m'assurerai que cela n'arrive pas, ce qui signifie qu'il a refusé de donner ce type de garantie de sécurité. Donc jusqu'à présent, cela a été sa réponse. En même temps, vous savez, nous venons de dire que Pete Hegseth avait ce mémo. Non seulement cela, il a récemment visité le Japon, et voici ce qu'il a dit lors de ce qu'on appelle la cérémonie d'honneur sur Iwo Jima. Il a dit que nous sommes ici aujourd'hui parce que nous n'avons pas oublié la cérémonie d'honneur et la vaillance de nos guerriers japonais et américains, et nous réaffirmons l'engagement généreux que nos marines, nos soldats, nos marins du Japon et des États-Unis, leurs services et leurs sacrifices ne seront jamais oubliés. Donc sans mentionner un mot, les Japonais combattaient les Américains, un combat brutal à Iwo Jima, n'est-ce pas? Toute la narration maintenant est d'accord, nous sommes, vous savez, amis, alliés, donc nous allons contre la Chine. En gros, il réécrit l'histoire d'une certaine manière, n'est-ce pas?
Donc j'ai reçu un message mitigé de l'administration Trump, lui, contre Pete Hegseth. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, je pense que la première chose à dire est de parler de Pete Hegseth et de ce qu'il a dit à Iwo Jima, car c'est absolument choquant. Je veux dire, c'est comme un général russe ayant une réunion avec des gens en Allemagne et disant, vous savez, nos grands frères de sang, les guerriers de la SS, nous ne devons jamais les oublier. Nous nous sommes peut-être battus les uns contre les autres, mais nous avons l'esprit guerrier de chaque côté. Je veux dire, c'est une chose tellement terrible à dire sur ce qu'était le Japon à cette époque et le militarisme japonais et ce que cela représentait. Une telle trahison du sacrifice de tous ces soldats américains qui ont combattu contre tout cela. Une telle trahison de l'alliance de guerre entre les États-Unis et la Chine. Et encore une fois, il est essentiel de le souligner. Je veux dire, les Américains semblent complètement inconscients du fait que la Chine a en réalité combattu le Japon bien plus longtemps et a affronté une bien plus grande partie de l'armée japonaise que les États-Unis ne l'ont jamais fait. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est vrai. Il y avait des millions de soldats japonais combattant en Chine, bien plus que les États-Unis n'en ont jamais affronté à un moment donné. Quiconque sait ce que les Japonais faisaient en Chine ou ailleurs en Asie serait absolument horrifié par ces commentaires. Et bien sûr, l'autre chose que cela fait, c'est de prêter soutien aux forces les plus sinistres et dangereuses au sein du Japon lui-même. Vous savez, les militaristes, les gens qui veulent réhabiliter les politiques des années 1930 et, eh bien, pas seulement des années 1930, toute l'ère du militarisme japonais et de l'expansion japonaise. C'était une chose terrible, ce que Pete Hegseth a dit. Et puis juste dire, parce que je travaillais avec beaucoup de Japonais, y compris des Japonais qui avaient combattu en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient profondément repentants de ce qu'ils avaient fait là-bas. Je veux dire, je me souviens que certains d'entre eux me disaient qu'ils ne pouvaient pas dormir à cause de cela. Je veux dire, cela les trahit aussi d'ailleurs. Mais le Japon n'est pas un monolithe. Il y a différents courants de pensée au sein du Japon. Et comme je l'ai dit, encore une fois, Pete Hegseth, l'Amérique, par cette obsession anti-chinoise, s'aligne et soutient les pires, tout comme elle l'a fait en Ukraine, d'ailleurs, et dans toutes sortes d'autres endroits. Donc c'était une chose absolument terrible. Maintenant, à propos de l'administration elle-même, Donald Trump n'aime pas les guerres. Il pense qu'elles sont coûteuses. Et il a probablement, à un certain niveau, la compréhension que l'Amérique n'a pas vraiment bien réussi dans aucune de ces guerres récentes, remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a jamais remporté une victoire nette contre un adversaire de même niveau. Je ne pense pas qu'il comprenne profondément cela, mais il comprend que les guerres ne fonctionnent pas bien pour les États-Unis. Il comprend probablement aussi parce que c'est quelqu'un qui, quoi qu'on puisse dire de lui, se rend souvent dans le cœur de l'Amérique. Il parle aux gens là-bas. Il comprend probablement que la guerre n'est pas une politique populaire auprès du peuple américain. Mais en même temps, nous devons faire face à cette réalité. Il y a une tendance militariste au sein de la société américaine. Il y a une tendance militariste au sein du gouvernement américain. Ils sont profondément hostiles à la Chine en ce moment. Ils ont décidé que la Chine est le grand adversaire. Et ils parlent de défendre Taïwan et de se battre pour Taïwan. Même si, comme vous le dites tout à fait correctement, ils reconnaissent déjà Taïwan comme faisant partie de la Chine. Alors quel est le but? Voilà où nous en sommes maintenant. Il y a une dimension supplémentaire à cela, parce que j'ai l'impression que Trump n'aime pas particulièrement Taïwan, ou du moins le régime là-bas. Il les voit aussi
comme ayant exploité les États-Unis. Taïwan a également été touché par tous ces tarifs, juste pour dire. Pas autant que la Chine, mais tout de même. Il veut que Taïwan transfère essentiellement toute son industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Il dit toujours qu'il y a cette dimension supplémentaire pour lui. Mais si vous parlez de l'opinion plus large au sein de l'élite américaine, en ce moment, ils sont tous pour la guerre avec la Chine, et ils en parlent de cette manière. Et je ne pense pas vraiment que l'Amérique ira en guerre avec la Chine pour défendre Taïwan, tout comme elle n'est finalement pas allée en guerre avec la Russie pour défendre l'Ukraine. Je pense qu'ils comprennent que l'Amérique risquerait sa propre existence si elle se retrouvait dans ce genre de guerre. Mais bien sûr, les séparatistes à Taïwan entendent toute cette rhétorique. Ils croient probablement que l'Amérique viendra effectivement les protéger. Et en conséquence, ils continuent de faire ce qu'ils font. Et bien sûr, ils sont encouragés à le faire par certaines personnes aux États-Unis, activement encouragés à le faire par certaines personnes aux États-Unis qui détestent la Chine. Eh bien, je suis d'accord avec vous pour dire que je pense que Trump n'aime pas la guerre. Mais en même temps, vous savez, Pete Hicks dit, d'une part, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de profondeur dans sa compréhension. Je pense que j'ai vu à un moment donné qu'il avait une interview parlant de Taïwan. Il croyait en fait que la Chine voulait garder Taïwan à cause de TSMC, à cause de l'industrie des semi-conducteurs. Pas du tout vrai, car Taïwan fait partie de la Chine depuis le début. La Chine n'a jamais changé de régime, bien avant l'existence de TSMC. Aucun gouvernement chinois, que ce soit les Qing, le Kuomintang, Chiang Kai-shek, je l'appelle toujours Chiang Kai-shek, je sais qu'il est appelé par un autre nom en Chine, et bien sûr le gouvernement actuel en Chine, aucun gouvernement chinois n'a jamais hésité dans sa croyance, dans sa connaissance, dans son affirmation que Taïwan fait partie de la Chine. Il est ridicule de penser que cela va, vous savez, tout tourne autour de TSMC. L'une des raisons de la querelle entre l'Union soviétique et la Chine dans les années 1950 est que les Chinois estimaient, à juste titre d'ailleurs, que l'Union soviétique ne fournissait pas à la Chine le soutien nécessaire dans les années 1950 pour ramener Taïwan dans la patrie. Les gens ne comprennent tout simplement pas cela en Occident parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire chinoise ou l'expérience de ce que le peuple chinois a traversé et la manière dont le peuple chinois ressent, non seulement ressent, je veux dire, veut inverser, rétablir dans le cadre de la renaissance de leur pays, la division de leur pays, qui lui a été imposée par les puissances occidentales et le Japon d'ailleurs. Oui, dit Peter Hicks, et je pense aussi que Marco Rubio en est un autre. Je pense que ce sont tous des faucons contre la Chine. Donc vous voyez, Trump lui-même contre la guerre, il ne veut vraiment pas avoir une guerre avec la Chine. Pourtant, il est entouré de ces personnes qui, j'en suis sûre, lui donnent des idées bellicistes, le poussant. Et vous voyez, je ne sais pas combien de temps il peut résister à cela. Combien de temps il peut résister à cela? Parce qu'il bombarde le Yémen. À un moment donné, il était contre le bombardement du Yémen, je pense. Mais maintenant, il bombarde le Yémen parce que, je ne sais pas, quelqu'un autour de lui. Et maintenant, bien sûr, il parle constamment de bombarder l'Iran. Donc ma question est de savoir dans quelle mesure il peut vraiment pleinement contrôler son équipe de politique étrangère. Eh bien, c'est une excellente question. Je veux dire, nous avons vu lors de son premier mandat qu'il n'a pas pu. Finalement, même s'il ne le voulait apparemment pas, il a fini par envoyer des armes à l'Ukraine, par exemple. Il a inversé la politique d'Obama sur l'Ukraine et a commencé à armer l'Ukraine, nous menant directement au point où nous en sommes maintenant.
La même chose, je soupçonne, avec l'Iran, les Houthis, tout cela. Il ne veut peut-être pas la guerre, mais il n'a jamais pris position suffisamment fermement pour dire à toutes ces personnes autour de lui que nous ne sommes pas pour la guerre. Ce n'est pas notre politique. Nous nous occupons des États-Unis et des États-Unis seulement. Il n'a jamais eu le courage ou peut-être même la conviction de dire cela. Et tant qu'il ne le fera pas, et à moins qu'il ne le fasse, ce que je ne crois pas qu'il fera jamais, d'ailleurs, alors il sera toujours ramené dans des conflits, cette fois contre les Houthis, possiblement contre l'Iran, tout cela, et peut-être un jour contre la Chine, même si, à un certain niveau, il ne les veut probablement pas. Maintenant, vous avez dit à plusieurs reprises qu'à la fin, les néocons gagnent toujours. D'accord? Quelle que soit la décision, il semble que les néocons gagnent toujours. Pourquoi gagnent-ils toujours? Vous voyez, quand on regarde ce scandale de chat-signal, n'est-ce pas? On peut dire que J.D. Vance est sceptique quant au bombardement du Yémen. D'accord? Mais il a été contredit par Pete Hedgeson, juste comme ça. Et puis j'ai aussi lu à un moment donné, lorsqu'ils prenaient des décisions sur le bombardement de la Libye. Par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu une réunion. Donc Obama et Gates, je pense qu'à l'époque, le secrétaire à la Défense était Bob Gates, et puis Biden. Les trois ont eu une conférence téléphonique avec Hillary Clinton, qui était à l'époque à Bruxelles. Et elle venait d'avoir une conversation avec le rebelle libyen. Bien sûr, cette personne lui raconterait toutes les histoires d'horreur, parce qu'il voulait que les États-Unis interviennent en Libye pour l'aider, vous savez, à se débarrasser de Muammar Kadhafi. Alors ils ont eu cette réunion, et Hillary Clinton était la seule personne qui voulait bombarder la Libye. Les trois autres, Bob Gates, Joe Biden et Barack Obama, étaient tous sceptiques quant au bombardement de la Libye. Mais à la fin, Hillary Clinton a prévalu. Quelle qu'en soit la raison, je pense qu'il y a une certaine dynamique. Les trois hommes ne voulaient pas passer outre une femme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais quelle qu'en soit la raison, elle a prévalu. C'est elle la belliciste et elle a prévalu. Et J.D. Vance a été supplanté par Hegseth. Pourquoi est-ce que les néoconservateurs gagnent toujours? Pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons. Tout d'abord, les néoconservateurs ont été très efficaces pour représenter tout doute, tout scepticisme concernant l'utilisation du pouvoir américain, du pouvoir militaire, comme étant en quelque sorte du scepticisme envers les États-Unis eux-mêmes. Donc, si vous dites, regardez, nous ne devrions pas nous impliquer en Libye, nous ne devrions pas nous impliquer au Yémen, nous ne devrions pas combattre l'Iran, nous ne devrions pas combattre la Chine. C'est comme si vous ne croyez pas aux États-Unis. Vous ne croyez pas en notre vertu, en notre force. Vous trahissez d'une certaine manière les États-Unis, l'idée des États-Unis. Et les gens sont très intimidés par cela. Et je pense que c'est quelque chose qui, surtout compte tenu de l'emprise des néoconservateurs sur les médias aux États-Unis, se situe à un certain niveau psychologique spécifique. Les sceptiques, comme Vance, Obama et d'autres, trouvent cela très difficile à contester. Mais il y a un autre facteur, et c'est un facteur très simple, très pratique, très matériel, qui est que derrière les néoconservateurs, il y a cette vaste industrie de l'armement aux États-Unis, qui déverse de l'argent dans les divers think tanks, fait pression sur les membres du Congrès et a ses contacts avec les entrepreneurs de la défense et les personnes à l'intérieur du Pentagone. Il y a cette énorme entreprise et industrie aux États-Unis qui a cette emprise sur les gens à Washington et elle prône toujours la guerre. Il ne veut pas de compromis, car toute son existence repose sur la guerre, encourager la guerre, augmenter les dépenses de défense toujours plus et trouver des ennemis à combattre dans toutes sortes d'endroits.
Si vous n'avez pas le soutien du lobby militaro-industriel ou de ses alliés politiques, alors vous ne gagnerez pas les élections. C'est aussi simple que cela. Et cela leur donne toujours un avantage considérable dans tout débat à Washington. D'accord, donc Elon Musk est censé partir à la fin du mois de mai ou quelque chose comme ça. Quelle est votre évaluation de l'ensemble du rôle que Doge a joué? Est-ce que ça fait quelque chose? Je veux dire, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça joue un rôle significatif dans l'amélioration de l'Amérique ou quelque chose comme ça? Quelle est votre évaluation à ce sujet? Mon propre évaluation de Doge est qu'il a essentiellement échoué. Je veux dire, le fait qu'Elon Musk quitte la scène est un signe clair que la bureaucratie a gagné. Toute idée qu'une institution comme Doge ait atteint ses objectifs en 130 jours est ridicule, compte tenu de la taille du gouvernement américain. C'est donc la défaite d'Elon Musk et la défaite de la partie clé de l'agenda de réforme de Trump. Mais ce que Doge a accompli, et c'est important, bien que pas en termes de développement interne américain, mais pour ceux d'entre nous qui suivent les États-Unis et ceux dans les gouvernements étrangers qui ont besoin de comprendre les États-Unis, c'est qu'il a brièvement levé le rideau. Nous avons donc vu beaucoup de choses sur les réalités internes du fonctionnement du gouvernement américain. Le fait que son budget soit complètement hors de contrôle, par exemple, et continuera de l'être. Le fait qu'il dépense de manière imprudente, ce qui est la véritable cause d'ailleurs des problèmes de l'Amérique, pas la concurrence de la Chine ou quoi que ce soit de ce genre. Jeffrey Sachs m'a écrit à ce sujet et nous allons faire un programme avec lui. Il a dit que l'Amérique aura très bientôt à nouveau un déficit commercial, malgré le fait qu'elle impose tous ses tarifs parce qu'elle dépense chroniquement trop. Et ce surdépense ne peut être satisfait que par une demande insatiable de biens de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, nous avons vu le rideau se lever. Nous avons vu à quel point le système américain est devenu incontrôlable et profondément corrompu. Cela fournira matière à réflexion pour les analystes et les historiens pendant longtemps. Mais en termes de politique américaine et de politique américaine, cela a été un épisode qui n'a rien changé. Oui, je veux dire, si rien d'autre, si vous regardez Trump, il ne peut même pas maintenir le niveau des dépenses militaires au même niveau. Il doit l'augmenter, n'est-ce pas? Donc je pense que cela seul vous montre à quel point Doge a échoué. Et sans parler du fait que je pense qu'Elon Musk lui-même en a payé le prix personnellement. Son entreprise ne va pas bien et beaucoup de gens le détestent. Il y a eu une campagne massive et vicieuse contre lui, qui a eu son effet. Je veux dire, j'ai vu des Tesla à Londres, avec des gens qui mettaient des photos dessus en disant « Je pense que je déteste Elon aussi ». Je veux dire parce que, vous savez, les gens ont peur pour leur voiture, ce qui est en fait bizarre. Mais vous savez, cela a eu cet effet. Oui, maintenant du côté démocrate, nous avons parlé de cela, qu'il n'y a pas de véritable leader dans le Parti démocrate actuellement. Donc une chose qui s'est produite est que Cory Booker, le sénateur du New Jersey, a fait ce filibuster pendant 25 heures d'affilée. Maintenant, c'est très impressionnant qu'il fasse cela, qu'il fasse pas, sans pause. Il était juste là, debout, à parler. Mais voici ma question. Maintenant, un filibuster, d'après ce que je comprends, c'est que s'il y a un projet de loi qui va être soumis au vote, vous faites le filibuster pour arrêter le vote parce que vous le détestez tellement. Et pourtant, vous savez que vous n'avez pas les voix pour voter contre. Donc, c'est votre moyen en tant que minorité d'exprimer votre frustration, votre détermination à arrêter le projet de loi. Ici, il n'avait même pas de projet de loi, il a juste parlé de combien Trump est mauvais. Okay? Doge est mauvais et le Parti républicain est mauvais.
Donc, il a juste continué à parler. Est-ce que c'est juste du théâtre politique pour attirer l'attention? Est-ce que c'est ce qu'il fait? C'est exactement ce qu'il fait. C'est tout. Il y a des manœuvres au sein du Parti démocrate pour savoir qui sera le grand leader qui portera la cause en 2028. Et c'est ce que Cory Booker a fait. Il s'est positionné politiquement sur la carte. Ici à Londres, d'ailleurs, les gens qui veulent voir un défi démocrate en 2028 sont en extase à ce sujet. Il y a eu des articles euphoriques sur, vous savez, cet homme héroïque qui a fait cette chose extraordinaire, a parlé pendant 25 heures, nous racontant à quel point Donald Trump est un homme terrible. Voilà. Je trouve le filibuster en lui-même intéressant. Maintenant, est-ce que la Grande-Bretagne a quelque chose de similaire juste pour que la minorité puisse arrêter un projet de loi? Je veux dire, c'est tout l'objectif d'un filibuster. Donc, la Grande-Bretagne n'a pas... Non, elle n'a pas. Le Parlement est très strictement contrôlé ici. Je veux dire, oubliez le fait que, vous savez, quand vous voyez des films du Parlement, vous voyez toutes ces personnes chahuter et crier et tout ça, mais il y a des règles très très strictes sur ce que vous pouvez faire. Le président de la Chambre des communes est chargé de faire respecter les règles. Si quelqu'un essaye de faire quelque chose comme ça, de s'engager dans un filibuster, ils lui demanderont simplement de quitter la salle et il sera escorté dehors. Donc cela ne peut pas arriver. Absolument pas. En Grande-Bretagne, le gouvernement, à condition qu'il ait une majorité, contrôle la Chambre des communes. Je veux dire, c'est un phénomène intéressant. J'ai donc fait un épisode pour expliquer à mon public, vous savez ce que c'est. Cela a attiré beaucoup d'attention simplement parce que les gens étaient, vous savez, très impressionnés par le fait qu'ils soient restés là pendant 25 heures d'affilée. C'est physiquement très exigeant, n'est-ce pas? Mais quel est le but? Vous savez, il faut avoir un but pour faire quelque chose comme ça. Enfin bref. C'est du pur politique. C'est du pur théâtre. C'est la politique réduite à un art de la performance. C'est tout ce que c'est. D'accord, l'Europe. Une chose que les médias russes ont rapportée est que l'ancien Premier ministre italien Massimo D'Alema aurait, à la demande de Zelensky, été en Chine et au Brésil pour chercher de l'aide. C'était l'année dernière, avant, je pense, l'événement électoral. Donc même à ce moment-là, il semblait que Zelensky savait que l'Amérique cesserait tôt ou tard de soutenir l'Ukraine et il ne faisait pas confiance aux Européens. Donc il savait ce qui allait arriver. N'est-ce pas que votre opinion à ce sujet? C'est un développement très intéressant, en fait. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il n'y soit pas allé lui-même ou qu'il n'ait pas envoyé un responsable ukrainien. Il a trouvé un ancien politicien italien pour agir en tant que messager, ce qui indique qu'il a réalisé que les diplomates ukrainiens ne sont pas très bons et que quelqu'un lui a dit que lui-même ne passe pas très bien auprès de certains dirigeants étrangers. Maintenant, la Chine et le Brésil ont formé ce groupe des Amis de la paix aux Nations Unies. Ils ont coordonné leurs positions pour essayer de trouver un règlement ukrainien. Et bien sûr, ce sont tous deux des États membres des BRICS, et les Russes considèrent ces deux pays comme des amis, surtout la Chine, mais aussi le Brésil. Il est donc compréhensible que Zelensky se dise « Eh bien, regardez, les Américains peuvent bientôt changer. Je perds la guerre parce qu'ils la perdent. J'ai vu, les Européens ne peuvent pas m'offrir quelque chose. Je dois essayer de faire pression sur les Russes, ou au moins amener quelqu'un à parler aux Russes, pour amener les Russes à la table des négociations. Et qui mieux que la Chine et le Brésil, qui ont cette influence sur la Russie? Le problème, c'est que Zelensky envoie ses émissaires.
Et c'est intéressant qu'il ait choisi un Italien, mais ils ne viennent jamais avec quelque chose que les dirigeants en Chine et au Brésil, ou même aux États-Unis maintenant, peuvent vraiment utiliser parce qu'il n'est jamais prêt à faire de véritables compromis sur quoi que ce soit. Il exige toujours tous les territoires. Il exige toujours que l'Ukraine soit autorisée à entrer dans l'OTAN. Il insiste pour que les Russes payent à un moment donné des réparations, qu'ils acceptent que leurs généraux et même Poutine lui-même soient jugés. Il n'a jamais vraiment, il ne l'a jamais fait. Pas vraiment. Il ne s'est jamais retiré de tout cela. Il semble donc que Lula ait effectivement refusé de rencontrer cet homme. Wow. Oui, c'est ce que j'ai lu, que Lula dit essentiellement que c'est un problème pour les États-Unis. Vous savez, vous et les États-Unis devriez vous en occuper. Nous ne faisons pas partie de cela. Et la Chine semble plus sympathique envers eux. Mais la Chine a à peu près le même message. Vous savez, vous devez savoir ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous devez être capable de faire des compromis avant de nous parler. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Absolument. Les Chinois ont une patience infinie. Et ils sont d'ailleurs, contrairement à tout le non-sens des Wolf Warriors dont vous entendez parler, des gens très polis. Le degré de retenue que vous voyez chez les diplomates chinois est extraordinaire, toutes choses considérées. Beaucoup plus retenu d'ailleurs que les Russes. Les Russes peuvent parfois être assez intimidants ou parfois pompeux. Les Chinois ne le sont pas. Au Brésil, c'est différent. Maintenant, Lula n'a apparemment jamais pardonné un incident qui s'est produit lors d'une réunion du G7 à, je pense que c'était Tokyo, et je pense que c'était en 2023. Lula et Modi avaient été invités à cette réunion du G7, tout comme Zelensky. Zelensky a demandé à rencontrer Modi et Lula, et ils ont accepté de le rencontrer, et ont réservé du temps pour cela. Zelensky a rencontré Modi, et apparemment la réunion s'est très mal passée. Ensuite, Lula attendait de rencontrer Zelensky, mais Zelensky ne s'est pas présenté. Lula était apparemment furieux à ce sujet et n'a jamais pardonné à Zelensky pour cela. Et il n'a jamais reçu d'excuses de la part de Zelensky non plus d'ailleurs. Parfois, on se demande à quoi ils pensent, n'est-ce pas? Comment peuvent-ils faire quelque chose comme ça? Exactement. Zelensky a également été assez impoli envers les Chinois. Mais comme je l'ai dit, la Chine semble avoir cette capacité à simplement absorber cela et à continuer malgré tout. Combien de temps ils le feront est une autre question, bien sûr. L'autre jour, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Marco Rubio en tant que secrétaire d'État. Vous savez, il est actuellement sanctionné par la Chine et la Russie. Alors, comment peut-il mener une diplomatie lorsqu'il est sanctionné par ces deux pays? Comment cela fonctionne-t-il? Voilà. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Je veux dire, les Américains ne pensent jamais à ces choses. Ils supposent toujours que tout le monde veut leur parler. Je me souviens qu'à l'époque d'Obama, Poutine avait été invité à assister à une réunion où se trouvait Obama. Et en fait, je me souviens maintenant, Medvedev était le président et Poutine était le premier ministre. Quoi qu'il en soit, Poutine n'y est pas allé et il a envoyé son premier ministre, qui était Medvedev à sa place. Et les Américains étaient stupéfaits. Ils étaient choqués qu'un dirigeant étranger ne veuille pas rencontrer le président des États-Unis, qu'il refuse une invitation. C'est donc très typiquement l'attitude américaine que tout le monde doit leur parler, que tout le monde aspire à leur parler. Si Kim Jong-un a une réunion avec le président américain, Donald Trump, cela est en quelque sorte perçu comme un énorme avantage accordé par les Américains à Kim Jong-un. Le simple fait qu'il ait une réunion est considéré comme un avantage. Mais le reste du monde ne pense pas vraiment comme ça.
ce que les Américains ne peuvent jamais se résoudre à comprendre. Eh bien, ce que je ne comprends pas, c'est Marco Rubio. La raison pour laquelle il a été sanctionné par la Chine est qu'il mentait sur ce qui s'est passé au Xinjiang. Et bien sûr, la Chine prend cela très au sérieux. Je pense qu'il a fait cela quand il était probablement encore sénateur. Même récemment, il mentait. Il a parlé de la visite d'un pays en Afrique et il a dit que le train avait été construit par la Chine et que c'était tellement chaotique qu'il a failli vomir ou quelque chose comme ça. Il s'avère que le chemin de fer n'a pas été construit par la Chine et ce pays africain a même dit qu'il n'avait pas été construit par la Chine. Mais il ne s'est pas excusé. Il n'a pas dit « Oups, je me suis trompé ». Non, il ne s'est pas excusé pour tout cela. Il a juste continué à mentir. Alors, comprend-il vraiment ce que signifie la diplomatie? Et maintenant, il est sous sanction. Il devrait au moins ne pas aggraver la situation, non? Il s'en fiche. Les Américains ne comprennent pas ce que signifie la diplomatie. Maintenant, je ne veux pas passer en revue toutes les négociations qui ont eu lieu au cours des dernières semaines entre les Américains et les Russes. Mais les Russes, qui comprennent la diplomatie, la pratiquent tout le temps, évidemment. Ils en sont absolument déconcertés. Je veux dire, ils le sont vraiment. Des réunions sont convoquées, et les Américains viennent sans aucune préparation ou ordre du jour. C'est apparemment ce qui s'est passé lors de la première réunion russo-américaine. Lors de la deuxième, les Russes ont découvert que les Américains avaient invité les Ukrainiens à se présenter sans les en informer à l'avance. Quiconque essaie de mener une diplomatie avec les Américains trouve cela presque impossible. Parce que les Américains qui faisaient autrefois de la diplomatie, je veux dire, Kissinger faisait de la diplomatie. Kissinger a fait de la diplomatie quand il est venu en Chine au début des années 70. Mais aujourd'hui, les Américains ont complètement perdu ces compétences. Ce que je dis maintenant est ouvert. Je l'ai dit dans des émissions, mais j'ai quelques personnes, je ne parle à personne directement dans le gouvernement américain, mais je parle à certaines personnes qui sont connectées au gouvernement américain. Et j'ai dit, écoutez, si vous ne pouvez pas trouver de diplomates capables de mener des négociations, vous ne savez pas comment faire de la diplomatie. Alors voici une suggestion. Pourquoi ne parlez-vous pas à certains des anciens vétérans qui l'ont fait, des gens comme Chas Freeman, par exemple, et obtenez leurs conseils? Et aussi, pourquoi ne pas aller dans les grands cabinets d'avocats et commencer à recruter des avocats? Parce que la diplomatie ressemble un peu à un litige, car le litige implique énormément de négociations. Ils ne seront pas aussi bons que les diplomates, mais au moins, ils ont certaines compétences, et peut-être qu'ils peuvent en développer d'autres. Parce que l'Amérique n'a aucune idée de comment mener la diplomatie. Et mentir, j'ai bien peur que ce soit quelque chose que les Américains font depuis très très longtemps. Et ils le font constamment. Je veux dire, Poutine a même dit une fois qu'ils sont l'empire des mensonges. C'est assez vrai. C'est vrai. Oui, je suis d'accord, je ne sais pas ce que Makaruga pense, n'est-ce pas? Il est maintenant sanctionné par la Russie et la Chine. Et si j'étais lui, j'essaierais d'atténuer, vous savez, d'être plus conciliant pour que ces deux pays envisagent de lever les sanctions. Non, il persiste. Il aggrave la situation. Eh bien, absolument. Je devrais dire qu'il y a l'un des premiers manuels sur la manière de mener la diplomatie écrit par un diplomate français au début du XVIIIe siècle, lorsque la diplomatie européenne commençait à peine. Il disait « Quoi que vous fassiez, ne mentez jamais. Ne mentez jamais si vous êtes diplomate. » Il disait que parfois, si vous mentez, vous obtiendrez un avantage temporaire, mais vous laisserez toujours du poison derrière vous. Comme je l'ai dit, c'est l'une des premières règles de la diplomatie. Est-ce que quelqu'un y prête attention en Amérique?
Non, non. Does anybody pay Oui. any attention in America? No. No, yeah. Marine Le Pen, she was found Marine Le Pen a guilty, été reconnue coupable de détournement de fonds de l'UEML. C'est tellement évident que tout l'objectif est qu'elle soit maintenant interdite de se présenter, je pense, non seulement à la présidence, mais à toute fonction, je suppose, pendant 5 ans. Donc, il est clair de quoi il s'agit dans ce procès. Quelle est votre opinion à ce sujet? What is your take on this? Well, you just asked. Eh bien, je suis d'accord. Permettez-moi de le dire ainsi. Puis-je dire quelque chose? Je suis absolument convaincu que Marine Le Pen a commis ce crime. Je n'en doute pas. J'ai vécu en France. Je connaissais très très bien la politique française. Le type de corruption dans lequel elle s'est engagée est le type de corruption dans lequel tout dirigeant politique français de n'importe quel niveau s'engage. La politique française est profondément corrompue de cette manière. Je comprends que l'actuel Premier ministre de France, M. Barrot, a fait exactement la même chose que Marine Le Pen. Did exactly the same thing that Marine Le Pen did. He used money from Il a utilisé l'argent fourni par Luc O'Brien pour ses assistants au Parlement européen et il a utilisé cet argent pour les aider à travailler en France même. Il n'y a donc rien d'inhabituel à cela. Les poursuites, comme beaucoup d'autres poursuites en France, ont été dirigées contre Marine Le Pen afin de l'écarter de la politique française parce qu'elle est perçue comme une politicienne hors système, une opposante à l'establishment actuel. En même temps, il y a maintenant un risque sérieux qu'elle puisse remporter les élections en 2027 et c'est quelque chose qui ne peut pas être permis. C'est aussi simple que cela. Que pensez-vous des élections en général maintenant? Vous voyez, nous voyons de plus en plus de ce genre de choses se produire. Comme en Roumanie, ils ont annulé l'élection parce qu'ils pensaient que la personne dite d'extrême droite pourrait gagner. Et Erdogan, dont nous avons parlé la dernière fois, je pense qu'il a arrêté son opposant politique, ou du moins, trouvé des moyens d'annuler cette personne. Marcos Jr. Aux Philippines a arrêté Duterte et l'a même envoyé à La Haye, même si les Philippines, à ma connaissance, ne font même pas partie de la CPI. Donc toutes ces choses se passent. Cela devient de plus en plus fréquent. Il me semble que les élections deviennent de plus en plus destructrices et les combats plus brutaux. J'ai toujours été sceptique à l'égard des élections parce qu'elles sont si faciles à manipuler et à tricher, et il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Quelle est votre opinion sur toutes ces choses qui se passent avec les élections? Eh bien, je veux dire, les élections en Occident ont toujours été menées selon certaines règles de base. Je veux dire, il est important de le dire, il y avait toujours cette expression en Grande-Bretagne, une expression plutôt cynique, que les élections étaient une grande chose jusqu'à ce qu'elles comptent vraiment. Je veux dire, si les gens exerçaient vraiment le véritable droit de choix, ils s'en passeraient. Eh bien, nous sommes très proches de ce point maintenant. Car il me semble qu'au moins, quand je suis arrivé pour la première fois en Grande-Bretagne, dans les années 60 et 70, il y avait des choix, il y avait des différences entre les partis. Le Parti travailliste en Grande-Bretagne à cette époque était en effet un parti qui représentait les gens de la classe ouvrière, qui avait un programme de classe ouvrière, qui parlait de socialisme et de choses de ce genre. Et les conservateurs étaient beaucoup plus évidemment le parti de la classe moyenne, du capital, des marchés libres, de ce genre de choses. Il y avait donc une sorte de tension qui a été éliminée aujourd'hui en Occident. Nous avons une situation en Occident, du moins en Europe, où si vous n'êtes pas d'accord avec les orthodoxies conventionnelles de la classe politique, des moyens seront trouvés pour vous exclure. Je vais donner un exemple proche de chez nous. Je veux dire, la carrière de Jeremy Corbyn a été détruite en Grande-Bretagne. Je veux dire, il a été accusé de choses dont il était complètement innocent.
L'idée de Corbyn comme étant un quelconque antisémite, pour quiconque le connaît, est absurde. Mais cela a été utilisé contre lui, instrumentalisé contre lui, et cela a été utilisé de manière très très efficace et toutes sortes de choses. Donc c'est très difficile à avoir. Eh bien, il est impossible d'avoir une politique électorale correcte comme celle qui existait il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, il y a une conséquence à cela. Ce matin, ma femme et moi avons eu une conversation. Ma femme, comme vous le savez, est universitaire. Elle a été contactée par l'un de ses anciens étudiants et ils se sont rencontrés hier parce que l'étudiant voulait la revoir. C'est un jeune homme de 23 ans. Il est en contact avec beaucoup de ses amis. Il a dit à ma femme que ni lui ni aucun de ses amis ne votent plus aux élections. Je veux dire, vous savez, c'est parce que pour eux, les élections ne font aucune différence. Toute la jeunesse, et ce n'est pas seulement vrai en Grande-Bretagne, la jeunesse en Europe abandonne simplement la politique parce qu'elle ne croit plus que la politique est pertinente pour leur vie et changera quoi que ce soit dans leur vie. Et l'une des autres tragédies, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Je parle du système politique. Je veux dire, ils peuvent avoir des opinions politiques très radicales, mais ils attendent plus que ce radicalisme trouve une réponse au sein du système politique. Et c'est une situation incroyablement dangereuse. Cela signifie que les gens sont devenus complètement aliénés du processus politique. Et bien sûr, supposer qu'ils veulent le défendre est absurde. Donc, si jamais nous avons un véritable danger sinistre venant de l'extérieur, eh bien, vous savez, qui sait ce qui se passera? Oui, je veux dire, j'ai voté lors de la dernière élection, mais j'ai voté pour un tiers parti. J'ai voté pour, vous savez, cette femme, j'ai oublié son nom. Je n'ai pas voté pour Trump ou Biden parce que je ne pensais pas que cela ferait une différence. Mais, vous savez, j'ai voté juste parce que je ressens toujours le besoin de voter. Et j'ai dit à mon mari, je veux dire, s'il n'y a personne pour qui je peux voter, je peux toujours écrire mon propre nom. Vous savez, c'est comme ça que je vote. Je suis exactement le même. Je vais juste révéler à vos téléspectateurs. J'étais membre du Parti travailliste britannique. J'y étais très engagé. Je suis évidemment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la politique. S'il y avait une élection en Grande-Bretagne demain, je ne peux pas m'imaginer voter. Certainement pas pour le Parti travailliste, ni pour aucun des autres principaux partis non plus. Je veux dire, la dernière fois que j'ai voté, j'ai annulé mon bulletin. Vous savez, en Grande-Bretagne, quand vous votez, vous mettez une croix à côté du candidat que vous voulez voir gagner. J'ai mis une croix sur plusieurs, sachant qu'en conséquence, le bulletin serait annulé. Oui, Jill Stein. J'ai voté pour Jill Stein. Oui, je sais qu'elle ne sera pas élue, tu sais. Oui, je sais. Et j'ai rencontré Jill Stein d'ailleurs, et je l'aime bien. Si j'étais aux États-Unis, il est tout à fait possible qu'elle soit la personne pour laquelle je voterais. Oui. Une chose s'est également produite en Grande-Bretagne. British Steel a été fermé après que le gouvernement britannique a refusé d'intervenir. Ils ont de l'argent pour aller en Ukraine, mais ils n'ont pas d'argent pour sauver leur propre entreprise sidérurgique. D'accord, c'est intéressant. En même temps, l'Allemagne a également démoli sa centrale à charbon la plus avancée. Ils ont dépensé 3 milliards de dollars pour la construire et elle n'a duré que 6 ans. Donc elle aurait dû durer encore des années, mais ils l'ont démolie, quelle qu'en soit la raison. Et l'année dernière, le Sénat néerlandais a voté pour arrêter définitivement la production de gaz naturel. Il me semble que ces pays européens, qui étaient tous des puissances industrielles à un moment donné, ont décidé d'accélérer leur propre désindustrialisation. Est-ce qui se passe en Europe maintenant?
Industrialization, is that what's going on in Europe now? That is exactly what's going on in Europe, and it's astonishing. C'est exactement ce qui se passe en Europe, et c'est stupéfiant. Vous avez tout à fait raison. C'est déroutant pour les Européens. Les gens en Europe ne le comprennent pas, et je ne le comprends pas entièrement non plus. Nous revenons à votre point précédent. Nous votons pour différents partis, mais la politique reste la même. Elle reste aussi destructrice que toujours. British Steel. Je me souviens à quel point il était important dans les années 60 et 70 en Grande-Bretagne de préserver une industrie sidérurgique. C'était quelque chose qui dominait les médias. La chose la plus extraordinaire à propos de l'effondrement, de l'extinction de l'industrie sidérurgique britannique, c'est que c'est plus remarqué et discuté en Chine qu'ici. Je veux dire, c'est vrai. I mean, it's true. Yes, yeah. Because it's stunning. Because Oui, c'est étonnant, parce que le gouvernement britannique a refusé d'intervenir et de renflouer, tout en envoyant de l'argent à l'Ukraine, n'est-ce pas? Donc oui, oui, d'accord. Demain, je pense, est la date limite pour l'interdiction de TikTok avec l'extension par Donald Trump. Je pense que c'est 75 jours, et demain, je crois, est la date limite. Trump continue de dire qu'il y a un accord en cours ou quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la Chine n'a pas dit un mot. Tout vient du côté américain. Alors, pensez-vous qu'il y aura un accord? Que pensez-vous qui va se passer si nous voulons être un peu spéculatifs? Je ne pense pas qu'il y aura un accord. Je vais le dire franchement. C'est exactement la même chose que ce que je vois avec l'Ukraine. Trump et ses acolytes disent toujours qu'il y a un accord imminent qui va se concrétiser concernant l'Ukraine. Les Russes disent « Quel accord? Nous ne parlons même pas d'un accord. Que voulez-vous dire par un accord ?» Et je pense que les Chinois adoptent une position encore plus ferme. Ils disent « Vous savez, laissez l'homme parler. » La réalité est que nous ne sommes pas en discussion avec lui. Donc je ne pense pas qu'il y aura un accord, parce que quel est le compromis? What is the compromise? Oui, I mean, what is China supposed? I mean, Je veux dire, que doit faire la Chine? L'accord qu'il veut est un où la Chine remet TikTok. En gros. Je veux dire, c'est le seul accord qu'il va accepter. Alors pourquoi la Chine devrait-elle faire ça? S'ils veulent prendre, qu'ils le prennent. Mais ne le lui donnons pas. C'est mon propre point de vue sur la question. But let's not give it to him. That's my own sense of this. Yeah, he has been dangling this tariff. oui, il a agité cette histoire de tarifs. Je pense qu'une des choses qu'il a dites est que s'il y a une négociation, s'il y a un problème du côté chinois, il peut baisser les tarifs. Donc, il donnera quelque chose en échange pour qu'il permette l'acquisition de TikTok. Mais le problème avec cela, c'est que, eh bien, les tarifs sont sous son contrôle. Il peut baisser les tarifs aujourd'hui et une fois l'accord conclu, il peut toujours les augmenter à nouveau. Alors, quelle est la garantie, n'est-ce pas? You can always increase it again. So what's the guarantee there, right? Well, that's exactly. I mean, it's black. That is accept. C'est accepter le chantage. C'est exactement la tactique que les maîtres chanteurs utilisent. Oh, je suis ton ami. J'ai dû faire exactement cela. Bien sûr, si tu me donnes ce que je veux, eh bien, je peux être raisonnable. Il ne va pas être raisonnable. Comme tu le dis très justement, il baissera les tarifs de quelques points et ensuite il dira, eh bien, les Chinois font autre chose, ce qui ne me plaît pas. Donc, je vais augmenter les tarifs à nouveau. Mais bien sûr, je suis toujours prêt à négocier à nouveau. Je veux dire, tu peux pas travailler avec quelqu'un qui est comme ça. I mean, you can't work with someone who is like that. The last thing I just want to share with you, there is La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est qu'il y a une personne sur les réseaux sociaux, je pense que le nom de sa chaîne est iShowSpeed. Je connais pas exactement son nom, mais il a environ 37 millions de followers, vous savez, d'abonnés sur YouTube. Donc c'est un grand gars, je veux dire grand. Il est très jeune, seulement 20 ans. Il a commencé par jouer à des jeux et à les diffuser en direct. Mais il est en Chine. Et il a diffusé en direct depuis la Chine pendant de longues heures, comme 6 heures, à Pékin, à Shanghai, et entre les deux, et tout ça.
Apparemment, cela a attiré beaucoup de spectateurs. Et en lisant les commentaires, beaucoup de gens sont choqués par ce qu'ils voient parce qu'ils ont été propagandés en Occident pour croire que la Chine est très arriérée, très sale et très pauvre et des choses comme ça. Donc c'est la Chine moderne qu'ils voient et ils en sont stupéfaits. C'est donc un grand sujet en Chine. Et je pense que ce genre de choses va probablement se produire de plus en plus. Je pense que de plus en plus de gens, pas seulement avec son émission, disent « D'accord, je dois aller en Chine et la voir par moi-même ». Donc plus de gens iront et plus de gens feront des diffusions en direct et des programmes sur la Chine. Ensuite, les gens en apprendront plus sur la Chine. Donc je pense qu'il y a de l'espoir que grâce au déclin des médias traditionnels, ces nouveaux médias aident les gens à mieux connaître la vérité. Ne pensez-vous pas? C'est absolument vrai, et cela arrivera. Ne sous-estimez pas les obstacles qui seront mis sur le chemin. Maintenant, par exemple, je vais juste donner quelques exemples, parce que exactement la même chose s'est produite avec la Russie. Vous savez, il y avait la Coupe du Monde 2018. Le gouvernement britannique ne voulait pas que les gens, en particulier les supporters de football, les jeunes, aillent en Russie pour le voir par eux-mêmes, pour aller à Moscou, dans toutes les autres villes. L'affaire Skripal a été organisée parce que c'est exactement ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde. Ensuite, des restrictions ont été imposées aux Britanniques qui pouvaient y aller. Ceux qui y sont allés ont été stupéfaits exactement de la même manière. Ils ont dit « Mon Dieu, c'est un pays moderne ». Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Mais ensuite, quelques années plus tard, la toute première chose que l'UMN fait est d'imposer une interdiction de voyager. Elle empêche les compagnies aériennes russes de transporter des personnes vers l'Europe et empêche essentiellement le mouvement entre ces deux endroits. Maintenant, bien sûr, cela ne va pas durer. Déjà, vous commencez à voir de plus en plus de chaînes YouTube par des expatriés britanniques, par exemple, en Russie, faisant des programmes sur ce qu'est vraiment la vie là-bas. Elle commence à attirer un certain nombre de vues. Je pense qu'il sera beaucoup plus difficile de faire le même genre de blocus sur la Chine, pour deux raisons. Tout d'abord, la Chine est tellement plus grande, je veux dire, tellement plus grande. Et deuxièmement, il y a les grandes communautés chinoises à travers le monde. Et elles insisteront sur leur droit de voyager en Chine. Elles sont des circonscriptions importantes dans leur propre pays. Donc cela ne peut pas être fait de la même manière. Et avec le temps, je pense que vous avez raison. Vous avez absolument raison. Les médias traditionnels meurent. Les médias sociaux, les médias citoyens prennent leur place. Mais il y a des restrictions tout le temps. Je suis sûr que ce que vous dites arrivera, mais ce ne sera pas facile et ce ne sera pas fluide. Cela prendra du temps pour se concrétiser. Oui, je veux dire, le gouvernement canadien a effectivement, dans ses directives de voyage concernant la Chine, indiqué que la Chine est très dangereuse pour avertir les gens. Vous savez, en gros, ils vous disent de ne pas y aller. Cela ne dit pas de ne pas y aller, mais cela dit, vous savez, soyez conscients, vous savez, il y a beaucoup de crimes et ce genre de choses. Alors c'est ce que dit le gouvernement canadien. C'est très dangereux. Vous pourriez y aller et revenir avec toutes les mauvaises idées. C'est très, très dangereux. Oui, d'accord. Parlons-en à nouveau la semaine prochaine. Super, merci. À bientôt, Sophia. Au revoir. Bye.